Je suis flic de base. Mon nom est Marc Lamola et mon matricule est 441 894. Depuis plus de 20 ans, je traîne dans des commissariats crasseux, dans des endroits sordides, et je gère des situations abominables. J'ai évolué dans cette merde en croyant que c'était mon milieu naturel et je pensais que j'aimais ça. Puis un jour, la dépression est arrivée, comme une vague. J'étais à mon domicile, seul en tête-à-tête avec mon arme, et j'ai placé le canon de mon arme dans ma bouche. Je voulais en finir. Ma femme est arrivée, elle m'a surpris dans cette position. Elle a évidemment compris ce que je m'apprêtais à faire. J'ai été sauvé. Marc Lamola a failli entrer dans la longue liste de ces flics qui se sont donné la mort. 30 suicides en 2010, 36 en 2011, 43 en 2012. La France détient le triste record en Europe du nombre de policiers qui mettent fin à leur jour. La police française est malade. Elle a des bleus à l'âme, mais sa détresse n'est pas conforme à son image. Elle doit rester cachée. Suicidaire, dépressif, alcoolique. Avant qu'il ne soit trop tard, un centre unique en France recueille tous les ans 400 policiers au bout du rouleau. Flics de base ou gradés, débutants ou confirmés, pour se soigner de ce métier qui les a abîmés, ces serviteurs perdus de la République viennent se mettre au vert. Pendant les 2 mois de leur cure, Christelle et ses collègues ont accepté de nous raconter leur détresse. Une parole inédite qui révèle un tabou et met à nu les défaillances de l'institution policière. Bon alors, soyez les bienvenus au Courbat. Donc dans un premier temps, on va se diriger vers l'accueil afin de remplir les formalités administratives et vous distribuer les clés de chambre respectives. Donc vous me suivez? Oui. Ces flics traumatisés sont d'abord pris en charge par des collègues qui ont sombré comme eux et ont été soignés au Courbat. Ces anciens patients sont devenus des policiers assistants médico-sociaux. Cette semaine, Christelle et les autres arrivants partagent la même pathologie. Alors, en ce qui concerne le règlement intérieur, l'alcool est formellement interdit sur l'établissement. À l'extérieur aussi, parce que lorsque vous rentrerez de permission, nous nous offrons le droit de vous faire souffler dans un éthylomètre. Si vous êtes positif en éthylomètre, nous nous réservons la possibilité de mettre fin à votre séjour. Donc, nous, on sera là pour vous accompagner, les policiers médico-sociaux. On sera ensemble pour vous accompagner sur votre démarche que vous avez décidé d'entamer avant de venir. Et le fait d'être des malades alcooliques abstinents, on connaît le ressenti de la maladie, c'est bien ses effets psychologiques, que le matin d'avoir mal au ventre, de ne pas être bien, de mentir, de ne pas aller au boulot, l'absentéisme et autres, tout ça on a connu parce qu'on l'a pratiqué. Pour compenser le stress lié à son métier, Christelle a pris l'habitude de boire. Elle a été dénoncée par une collègue et a décidé de se soigner. Dans la maison des PAMS, les policiers assistants médico-sociaux, elle va pouvoir confier son addiction et parler de ses blessures qu'elle soigne à l'alcool. Combien de temps que tu es dans la police? 24 ans. 24 ans? Ça fait des années de boîte, hein? Je pense qu'on m'a bien appris à boire dans la police, même si au début, quand je suis arrivé au commissariat, je mettais des distances parce que je trouvais ça quand même un petit peu grave, quoi. Il y avait des collègues qui patrouillaient avec le pack de bière à l'avant dans le car, quoi. Il n'y avait pas de juste milieu à l'époque quand je suis rentré, quoi. C'était un peu space. Et puis, moi, c'est vrai que je me souviens quand je suis arrivé à l'école de police, où on m'a dit, tu sais jouer aux cartes? Au tarot? Ouais. À la belote? Ouais. Tu bois l'apéro? Bah, de temps en temps. Tu feras un bon flic.
Puis ça a commencé avec pas grand-chose, et puis ça s'est terminé avec beaucoup, et puis des choses dures à vivre, et le soir, ben voilà, on boit un petit coup. Pour, voilà. C'était une habitude que, voilà, Ouais. ça passait avec le petit verre, le petit verre d'alcool. Ouais. Lorsque les policiers arrivent au centre, ils sont usés, parfois désocialisés. Pour retrouver des repères, des règles, 4 fois par jour, ils doivent répondre à l'appel. Au jardin. Jean-Michel. Oui. Gérard. Chacun est assigné à une tâche et doit pratiquer des activités. Aux abords, Elisabeth. Christelle. Jean-Pierre. Comme Christelle, Gérard. la plupart de ces policiers ont trouvé refuge dans l'alcool Jacqueline. pour surmonter la violence qu'ils subissent depuis des années. Anthony. Robin. Gilles. Franck. À l'école de police, on est formé bien sûr aux techniques police, tir, avec la théorie, mais les choses dures, comme j'aime à dire, la boutique des horreurs, on nous prépare pas à ça. C'est quoi la boutique des horreurs? C'est arriver sur un accident de la route, par exemple, où il y a des gens explosés dans les voitures, déchiquetés, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Des drames. Donc il y a des choses dures, les choses qui touchent les enfants, quoi. Les sévices sur les enfants, on nous prépare pas à tout ça, quoi. Malheureusement, je travaillais lors du crash du Concorde. Et vu la proximité, on est arrivé très très vite sur les lieux. Et c'était assez dur, quoi. C'était une odeur assez dure de corps calciné, mêlé au kérosène. Il y a certains corps qui étaient... Il y a un corps, il restait que les fesses, quoi, intactes. Sinon, des positions... où on a vu que les gens se sont vus mourir, ça c'est sûr. Donc des couples, on suppose que c'était des couples qui se tenaient et qui ont été récupérés en se tenant, quoi. Ah, c'est lourd là. Ce que je reproche à notre institution, c'est que au niveau du culte où un flic n'a pas le droit de craquer, etc., que on est des surhommes. C'est normal qu'on tombe sur des images dures, c'est normal qu'on voit des choses horribles. Moi je dis que c'est pas normal, et puis à un moment donné, on craque d'une certaine façon. Donc il y en a qui font des burn-out, il y en a d'autres qui ont d'autres vices et qui tombent dedans, quoi. Et moi je crains un petit peu pour l'avenir de mes collègues, parce que je pense qu'il va falloir qu'ils étendent un peu Courbat. Avant de devenir policier assistant médico-social, Christophe a suivi 2 cures dans le centre du Courbat. Ici, on est le seul établissement en France avec la spécialité sport. Hein. Ouais. On a vu des gens ici, tu as dû connaître, qui sont arrivés en fauteuil roulant et qui sont repartis sur leurs 2 jambes. Ouais. Et en conduisant. Après 7 ans d'abstinence à l'alcool, Christophe s'est senti capable d'aider ses collègues à surmonter leur traumatisme que la profession préfère ignorer. Moi, je travaillais de nuit, j'ai fait beaucoup d'années en nuit. Et c'est tout ce qu'on gère, aussi bien sur les accidents, avec les victimes d'accidents, mortels, corporels graves. La détresse des gens, on intervient chez des gens, c'est vraiment la détresse sociale, des enfants décédés, on voit vraiment la misère, on est de l'autre côté du rideau, quoi. Quand on est de retour au service, on débriefe pas et puis on n'a pas de suivi, quoi. On rentre avec cette misère chez nous, on peut pas l'expliquer à nos femmes, nos enfants, parce que bien entendu, c'est pas explicable. Hein. On en parle entre collègues, mais bon, ça s'arrête là. On parle chacun avec notre misère, quoi. On n'en parle pas à la famille et à l'entourage? On peut pas, parce qu'ils comprendraient pas, et puis on n'a pas envie, de toute manière. Qu'est-ce qu'on va aller leur dire? Qu'on a fait un mort sur la route, qu'on a intervenu chez des gens
qu'une personne à la retraite, qui à la retraite supporte pas, s'est tiré une balle dans la tête, on peut pas expliquer ça à nos proches. Nos proches sont pas habitués à ça, puis ils veulent pas entendre ça de notre part. De notre part, ils préfèrent entendre qu'on a arrêté des voleurs, voilà, que la police elle est dans le rôle qu'on veut bien lui donner à travers des médias et autres, quoi. Pas la détresse de la police, quoi. Et à force, on encaisse jusqu'au jour où on compense avec de la boisson, quoi. Moi, je m'en suis sorti, j'étais très très bas et j'étais à la limite du pire, hein, sans rentrer dans les détails. J'étais prêt à passer à l'acte également, hein. L'idée m'avait effleuré l'esprit. Et voilà, donc je m'en suis sorti, je suis fier de mon parcours et aujourd'hui, j'aimerais tout ce que j'ai pu faire le retransmettre à mes collègues en difficulté aujourd'hui. Au Courbat, les corps comme les têtes sont meurtris. Horaires décalés, nuits sans sommeil, ils sont abîmés, négligés par la dépression. Les patients doivent respecter leur corps. 2 heures de sport minimum chaque jour. Ces policiers blessés doivent aussi apprendre à rompre avec leur solitude, à profiter de leur cure pour exprimer leur mal-être. Journal d'une fliquette en déroute. Le Courbat. Ici, il faut laisser tes problèmes de côté. Facile à dire. Il faut penser à toi et rien qu'à toi. Devenir égoïste. J'ai jamais réussi, mais je veux bien apprendre. Pourvu que ça marche. Comment j'ai mal partout, les bras, le bas du dos, fait chier. Mon mal-être est là et malheureusement bien ancré. Comment croire que je vais m'améliorer, que je vais retrouver une forme physique? J'en doute réellement, au plus profond de moi. Peut-être que je me trompe. Faisons leur confiance et voyons. Ça ne peut pas être pire. Christelle est arrivée dans son commissariat sous l'emprise de l'alcool. Elle doit passer en conseil de discipline. On lui a déjà retiré son arme. Elle imagine le pire pour son avenir. Depuis le début de ma carrière, j'ai jamais eu affaire avec des conseils de discipline et autres. Là, je vais aller en conseil de discipline avec sanction. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Ça t'inquiète? Oui. Oui, parce que j'ai donné quand même une bonne partie de ma vie à la police et on fait, on va dire, un truc, même dans le privé, on nous laisse des chances, alors que là, chez nous, non, on n'est plus qu'un numéro et on nous parle plus de sanctions que du reste, quoi. Alors, ce qu'on pourrait faire avec l'atelier théâtre... Frédérique Yonnet est la directrice du Courbat. Prendre un groupe de patients. Elle connaît bien les souffrances des policiers, trop souvent négligés par leur hiérarchie. Il est vrai que la hiérarchie est assez souvent montrée du doigt dans l'approche qu'elle peut avoir de la santé au travail et du management des équipes. Certains se disent et se sentent mal aimés par leur propre hiérarchie, par le terrain, par la population. Imaginez une journée de policiers, dirons-nous une journée, disons, catastrophique. Le policier qui est envoyé dans une opération, obligé de longer les murs pour éviter de prendre une machine à laver sur la tête. Il rentre chez lui le soir. Sa femme est partie avec les enfants qui eux-mêmes ont eu plus que des déboires dans la cour de récréation pour avoir dit que leur père était policier. C'est une vie excessivement compliquée. Imaginez passer toute une vie en pensant qu'on peut être détesté à droite à gauche est absolument catastrophique pour tout être humain. Personne n'y résisterait, pas plus les policiers que d'autres personnes.
On dit que la police est une grande famille, mais celui qui a des états d'âme devient très vite indésirable. Claudine. Virginie. Ceux qui sortent du rang sont mis au pilori, comme Nicolas, qui préfère garder l'anonymat par crainte de représailles. Serge. Nicolas, comment ça se passe depuis que tu es arrivé ici? Mais écoute, depuis que je suis ici, ça se passe très bien. Hein, c'est un soulagement pour moi. Je peux un peu me relâcher, souffler un petit peu de tout ce qui peut m'arriver, quoi. Pourquoi au niveau de ton boulot, ça se passait comment? Bah, disons que ça se passait plutôt mal, puisque j'ai vécu un harcèlement depuis 3 ans. J'ai dénoncé auprès de ma hiérarchie des propos racistes et antisémites, de tous ordres. Par exemple, on se retrouvait, si tu veux, en cité, et on avait notre chef de section qui se permettait de dire, pendant les élections présidentielles, vivement que Marine Le Pen passe, comme ça, on n'aura plus ces problèmes avec ces bounous et ces étrangers. Et voilà. Jusqu'à là? Ça allait jusque-là. C'est arrivé à l'occasion, un gradé, et des propos sur les synagogues, 39-45, si les choses avaient été faites, ces synagogues n'existeraient pas, pourquoi on nous fait faire, en tant que compagnie républicaine de sécurité, des points juifs, c'est inadmissible. Et moi, quand je me permettais de dire à des gradés, attention à vos propos, parce que non seulement vous êtes en tenue, hein, vous représentez l'administration, en plus vous êtes dans une compagnie républicaine de sécurité, d'accord, qui est censée ressembler à l'ensemble de la société, c'est-à-dire avec des gens de différents horizons, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de propos. Et encore moins quand on est face à des gens en difficulté. Et suite à ce comportement que j'ai eu, pas d'opposition, mais d'explication afin de justifier qu'il n'avait pas à s'exprimer ainsi, j'ai été mis de côté. J'ai été mis de côté comme certains collègues. J'ai été humilié, alors de différentes façons. On m'a refusé, par exemple, au niveau administratif, mes jours de naissance de ma fille. On m'a refusé que je puisse poser mes vacances. Ça, ce sont des exemples parmi tant d'autres. D'accord ? Et aujourd'hui, moi, je suis obligé de te parler en face de toi de manière cachée, alors que les choses devraient être dites ouvertement. Moi, j'ai parlé, je suis allé très loin. Aujourd'hui, ils m'ont défoncé. Je suis complètement anéanti. La police peut aussi discriminer les siens. Jean-Philippe a été mis au placard par préjugé, au mépris de la loi. La police, je pensais que c'était une famille, et en fin de compte, non, c'est pas ça. On est en fait, quand on est policier, on n'a pas de nom, on a un numéro. Il y a 20 ans, ce père de famille est tombé malade. Une maladie qui fait peur, dont il préfère taire le nom. Elle ne l'a jamais handicapé, mais il est devenu un paria. Moi, je voyais l'activité policière, surtout en tant que policier de terrain. Ben, en fait, sur le terrain, j'ai pas travaillé grand-chose. Hein. J'ai travaillé, en fait, 2 ans et demi, 3 ans, on va dire. Au bout de ces 3 ans-là, j'ai eu un problème de santé qui a fait que l'administration, ne sachant pas gérer ce problème-là, a décidé de me désarmer. Et j'ai dû faire des tâches qui n'avaient plus rien à voir avec le métier de policier. Et je me suis senti, exclu. Et puis, faire du ménage, nettoyer des cuvettes de toilettes, des douches, des salles de cours. J'ai pas fait un concours de police pour faire du ménage, quoi. J'ai ressenti ça un peu comme de la discrimination, comme si je n'étais plus bon à rien, mais plus bon pour exercer la profession, quoi. J'ai baissé un peu le pantalon, on va dire, presque. Parce que j'aurais peut-être dû faire intervenir des syndicats. Je ne sais pas s'ils pouvaient faire quelque chose de leur côté. J'étais jeune, donc j'avais peur de perdre mon travail, et puis j'ai accepté un peu tout. La dépression, elle est venue de par cette profession, justement, qui m'excluait, quoi. Franchement, moi, franchement, dans ma tête, j'étais plus policier. J'étais balayeur. Les blessures des policiers font aussi le malheur de leur famille. La police est l'une des professions les plus touchées par le divorce. Bon, Jean-Philippe, je sais que tu es déjà venu, donc tu es en rechute, ce qu'on appelle la rechute. Je voulais savoir un petit peu, depuis ta sortie du Courbat, qu'est-ce qui s'était passé un petit peu, et le motif de cette rechute. Je me suis séparé de ma concubine et je me suis retrouvé à la rue pendant un très très long moment. Et je vivais dans ma voiture. Par la suite, j'ai trouvé un ami
qui m'a hébergé. Cet ami-là avait un penchant pour l'alcool. Et en fin de compte, quand j'étais en temps libre, je le suivais, enfin on se retrouvait, et bon, voilà. En fin de compte, c'était de la dépression qui se maquillait avec l'alcool. C'est sûr que si tu veux entreprendre des démarches pour te reconstruire, c'est alcool zéro. L'alcool zéro. Ici, on vous l'explique bien, c'est que jusqu'à ton dernier souffle, c'est zéro alcool. Le mieux, c'est que de ne plus reboire. Ça, je ne sais pas si j'y arriverai vraiment, mais j'ai dans l'optique de le faire. En tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Je vais laisser la parole à la directrice, un message à vous transmettre. Donc pour information, Monsieur Marc Lamola, qui a écrit un livre au sujet du malaise dans la police, sera avec nous. Nous nous réunirons tous ensemble, de façon à ce que nous puissions nous entretenir avec lui au sujet de son livre et au sujet d'un certain nombre d'éléments qu'il a à nous donner sur le malaise de la police. Sur ce, messieurs, dames, vaquez. Policier, flic, condé, keuf, schmitt, ordure, salaud, fils de pute. Tant de sobriquets que j'ai entendus, que j'ai reçus dans la gueule. Tant de saloperies déversées sur ma personne ou sur ceux que je représentais. Sommes-nous préparés à recevoir tout ça? Depuis sa tentative de suicide il y a 2 ans, Marc Lamola s'est reconstruit. Avec l'aide de sa femme et grâce à l'écriture de son livre, qu'il vient partager aujourd'hui avec ses collègues meurtris. Quand vous vous êtes senti dans cette impasse, pourquoi vous n'êtes pas venu au combat? Alors, lorsque je commence à glisser, à me sentir mal, avant que je sombre totalement, j'y ai réfléchi, j'ai pensé. Le problème, c'est comme le combat a une réputation dans les services qui n'est pas formidable, loin de là. Et donc, je voulais pas être taxé de malade, bien que je l'étais. Beaucoup sont dans le déni, ne reconnaissent pas obligatoirement que le stress puisse être professionnel. Absolument. Et puis c'est la peur, c'est l'effet miroir. Quand le policier arrive comme patient chez nous, il est tout de suite pris en charge par un de ses collègues. On fait une évaluation sociale, économique, financière, y compris d'hygiène. On arrive très bien à voir et très rapidement si le policier s'est complètement laissé aller, s'il est sur la voie de la désocialisation. Ça arrive, ça? Ah, beaucoup. Beaucoup. Il faut savoir que nous avons des patients policiers qui dorment dans leur voiture. Leur voiture est devenue leur logement. Donc plus d'hygiène, plus de nourriture, une rupture totale avec le milieu familial, avec l'environnement. Et ça, je crois que le grand public n'y fait pas suffisamment attention. On ne peut pas voir. C'est terrible. J'ai écrit ce livre, moi, qui est, comme je le dis souvent, quelque chose que j'avais sur les tripes et que j'ai vomi. Donc je vais vous lire un petit passage de mon livre et vous allez, après on échangera, vous allez me dire ce que vous en pensez. Durant ces longues années, j'ai traîné dans des commissariats miteux, sales et bruyants comme des halls de gare, des jours de grand départ. Mais je ne partais pas, moi, non, j'y restais, ou alors je partais, mais pour une autre destination qui s'avère aujourd'hui être pathologique. J'ai connu tant d'atmosphères malsaines et tant de situations infectes. J'ai grandi dans cette misère, dans toutes ces misères, intellectuelles, psychologiques, culturelles, sociales et même sentimentales. J'ai progressé si longtemps au sein de cette chienlit dont les politiques parlent si souvent sans pourtant en connaître les détails ou sans peut-être en mesurer les fonds abyssaux. J'ai vu, j'ai touché, j'ai palpé la violence, la déchéance, la détresse, l'immonde, parfois jusqu'à oublier que l'homme pouvait avoir de bons côtés. J'ai essuyé les joues humides d'une femme battue, j'ai fermé définitivement les paupières d'un enfant, j'ai annoncé tant de décès à des familles perdues, j'ai trop souvent passé des nuits blanches pour exorciser, j'ai tant encaissé que je me suis brisé. Je replace le canon de ma bouche, il n'en sortira pas. Je me hais. Merci de votre attention. Je voulais savoir quel a été le comportement de l'administration vis-à-vis de ton acte. Et toi, comment tu l'as vécu et comment tu le vis encore aujourd'hui? Parce que je suppose que ça doit être un fardeau à traîner. On n'a pas cru à ma dépression. On m'a abandonné, là je parle de la hiérarchie, pas un coup de téléphone, pas une visite à la maison. Ça, c'est ce qui concerne la hiérarchie. Comme je le disais tout à l'heure, plus largement, elle m'a sanctionné, puisque ma note a été baissée injustement, etc., etc. Ça me rappelle la phrase qu'un ancien m'avait dit un jour, la police est une grande famille, mais on est très vite orphelin. C'est bien vrai.
En 2002, ça va peut-être vous surprendre, mais j'étais dans une BAC dans une circonscription très difficile. J'ai fait usage en légitime défense, évidemment, 7 fois de mon arme dans l'année. Pas une fois, on a pris mon arme. Pas une fois, on m'a dit, tu veux pas te reposer, tu veux pas avoir un psychologue. Pas une fois. Notamment cette fois-là où je touche. Malgré ça, il a pris la fuite, on l'a interpellé 1 heure après, il était moribond, quasiment vidé de son sang. J'ai terminé la nuit avec mon arme à la ceinture. Le lendemain, j'étais encore là, la nuit d'après, etc., etc. Pas une fois, on s'est inquiété de savoir comment j'avais vécu cette situation-là. Et au bout de combien d'années? Au bout de combien de temps j'ai glissé? J'ai commencé à déraper lorsque la police a profondément changé. À ce qu'on est devenu, lorsque je le disais, de flic, on est passé fonctionnaire de police, comme tu le disais, on a perdu ce libre arbitre, cette autonomie. J'ai commencé à glisser là. Petit à petit, je ne comprenais pas. Tantôt, en fonction de la politique, il fallait réprimer. Après, il fallait être préventif. On est devenus des jouets, des pantins d'une politique qui dure depuis des années. Si je devais le dater, j'ai commencé à déraper il y a une dizaine d'années, à ne plus comprendre l'essence même de mon métier, les bases de mon métier. Aujourd'hui, la police aussi, elle est tenue à des chiffres. Voilà, la quantité et pas de la qualité. J'ai un cas concret, on file la prime au mérite à un fonctionnaire qui n'a rien compris, qui ne fait pas son travail de base, mais qui aligne les gens, qui rentre avec 17, 20 PVE tous les jours. Ah bah ouais, le patron, il l'apprécie, donc ce fonctionnaire, très content, se vante en plus d'avoir la prime au mérite. La chasse à la carotte, quand je vois les primes, qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce que c'est de ça, les primes? Moi, il y a une année, j'ai fait 4 contraventions. Et moi, j'avais mon chef de service qui disait, Boule, s'il met des contraventions, c'est que toi, tu dois casser les couilles. Bon, voilà, je parle comme toi, tu vois. Parce que réellement, sur la voie publique, c'était ça. Moi, je plains mes jeunes collègues. Moi, je dis, ils ont quel âge? Ils ont 25, 30 ans. Et je dis, mais moi, j'ai 62 ans. Mais moi, j'ai eu le gâteau, j'ai eu la cerise. Eux, ils ont tous les confettis, eux. Comment ils vont s'en sortir, ces gars-là? Là, les tauliers, à l'heure actuelle, ils font du management, donc ils dirigent une société. Oui, complètement. Voilà. Ouais, ils sont dans le privé, ils dirigent une société. Il n'y a plus d'humain, il n'y a plus rien. Complètement, oui. Et puis on nous demande aussi de lisser les chiffres quand ça va pas trop bien, parce qu'à là-haut, oui. Il faut pas qu'ils se fassent taper sur les doigts. Faire du copier-coller avec le mois d'avant. Après, ça la fout mal à la télé. Pourquoi lisser les chiffres? Moi, je comprends pas. C'est une assurance policière, quoi, purement policière. L'administration qui nous dit, bon, voilà, les chiffres sont pas bons, il faut faire un peu attendre, quoi. Il y a des procédures qu'on passe en décalé. Donc, lisser les chiffres, ça veut dire que le nombre de plaintes enregistrées ne correspond pas au nombre de faits constatés. Déjà, d'une part. Et deuxièmement, après, quand on a eu un peu trop de faits constatés et qu'on va être en hausse parce qu'on se base toujours sur l'année d'avant, bien sûr, comme si la délinquance, elle était linéaire ou elle devait nécessairement baisser, c'est obligatoire, il faut que ça baisse. Il faut que les faits constatés baissent. Ce que tu lis est la stricte vérité. Mais au-delà de la souffrance psychologique et physique, surtout physique, parce que moi j'ai mal physiquement, très mal physiquement, je voudrais savoir si tu arrives à la dépasser et si tu y arrives, comment fais-tu pour la dépasser? Je ne sais pas si je peux affirmer que je suis totalement guéri. Je ne sais pas si... C'est difficile de répondre. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, je pense être guéri parce que je suis guéri de la police. La page est tournée. Merci. Merci beaucoup. Un mal invisible rongerait donc le corps policier. La politique du chiffre, mise en place en 2002 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Depuis, les policiers sont en pleine crise d'identité. Moi, je suis rentré dans la police, comme on dit, c'était un sacerdoce pour moi. Hein. Je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Pour moi, je voulais arrêter les voleurs et voilà, que les gens soient tranquilles dans la société. Avant, on demandait à un fonctionnaire de verbaliser sur la route en son âme et conscience, c'est-à-dire qu'on pouvait interpeller quelqu'un et si on jugeait utile de le verbaliser, on le faisait. C'était pas systématique. Aujourd'hui, on oblige des fonctionnaires à remplir des carnets de timbre-amende et s'ils rentrent pas avec un quota,
ben voilà, le lendemain, ils sont changés de brigade et autres. Et on ne tient pas compte aussi des situations personnelles et familiales des fonctionnaires. Ce qui fait qu'on déplace un fonctionnaire du jour à la nuit sans tenir compte de sa famille, de ses enfants, des gardes pour la garde des enfants, voilà quoi. Aujourd'hui, on est dans ce système-là, quoi. Après, il y a le système des bûchettes dans les brigades anticriminalité, où on pousse les fonctionnaires à faire de la bûchette, quoi. C'est quoi la bûchette? La bûchette, c'est une interpellation, quoi. Alors aujourd'hui, on va plus privilégier de choper 10 fois 10 fois des barrettes de hashish, que plutôt faire 1 kilo, quoi. Parce que le kilo ou le gramme, il sera considéré comme ce qu'on appelle une barrette chez nous. Donc voilà, un bâton, voilà. Exactement, le terme exact, c'est un bâton. Bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi. Les vieux briscards de la police se soignent aujourd'hui aux antidépresseurs. Ils ont vécu des jours meilleurs. Ça va aller. Merci. Bonne soirée. Bonne fin de soirée, madame. Thierry, lui, n'a connu que la politique du chiffre. Il a préféré nous en parler à visage caché pour protéger sa carrière. Je suis gardien de la paix depuis 2 ans maintenant. Je suis arrivé au Courbat parce que du jour au lendemain, j'ai perdu 7 kilos en 1 semaine et demie. J'arrivais plus à dormir, les médicaments que le médecin m'avait donnés ne faisaient pas du tout effet. Donc j'ai eu peur, j'ai vraiment vu la mort arriver. Donc ce qui m'a amené dans l'anxiété, notamment à cause du travail, c'est la politique du chiffre. Tous les mois, on a des quotas à faire. Il faut faire tant d'arrestations pour cambriolage, tant de PV pour feu rouge, tant de contraventions pour stationnement, et ainsi de suite. Mais en fait, on peut pas dire, par exemple, ce mois-ci, je vais faire 6 arrestations pour cambriolage. C'est pas possible. Et donc, beaucoup de collègues ont été dégoûtés de cette politique. Et tu arrives dans la boîte avec plein de motivation, donc tu donnes de l'énergie, tu donnes de ta personne. Et au final, on te la met profond. La police, c'est une maîtresse que j'ai adorée, pour laquelle j'ai tout donné, tout sacrifié, mes couples, mes enfants, ma vie personnelle, même mon intégrité physique. Je lui ai tout donné, tout. Elle m'a pas rendu grand-chose, si ce n'est des déceptions. Je peux affirmer aujourd'hui que je suis guéri, je ne l'aime plus. Allez, en levant les 2 genoux en même temps. 1. Voilà, 2. 3. Des rebonds. Christelle a entamé le 2e mois de sa cure. Les genoux, ils lèvent. Elle s'est faite des amis. 12. 13. 14. 15. Allez, 7. 8. 10. Allez, 11. Globalement, pour vous, comment s'est passé ce premier mois à peu près ici? Je dors bien, je me réveille bien. D'accord. Je suis toujours de bonne humeur le matin, alors ça c'est... C'est important ça. Ah ça c'est à mettre... Là il faut faire une croix sur la cheminée parce que... Alors justement pour... C'était pas mon cas. Et puis depuis j'ai pas retouché à l'alcool. J'y pense pas. Sur le point du moral par rapport à votre arrivée, où vous en êtes? C'est en dents de scie encore. Encore en dents de scie. Ouais, il y a des choses qui me touchent, on va dire. Comme je suis assez émotive, des fois ça monte. D'accord. Mais en règle générale, je vais bien, quoi. D'accord. Oui. C'est mieux qu'à l'arrivée. Ah bah oui. D'accord. Là, il n'y a pas photo. Le Courbat est un refuge provisoire. Une parenthèse pour les policiers à la déroute. Dans quelques jours, Marie-Thérèse, la nouvelle copine de Christelle, doit rentrer chez elle. Sa sortie l'angoisse et ses démons la rattrapent à nouveau. J'ai encore fait des cauchemars cette nuit. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passait dans votre rêve? Il n'y avait pas de visage, quelqu'un qui surgissait, et puis comme si qu'on bondissait sur moi. Voilà, c'est... Mais il n'y avait pas de visage. C'était... voilà, c'était...
C'est encore... Et alors je me dis pourquoi. On sait qu'il y a dans le milieu de la police que c'est... Il y a un travail dur, moi-même j'ai été aussi sur la voie publique, et moi ça me poursuit. Je suis réveillée 1 ou 2 fois dans la nuit, j'ai comme si que tout redémarre, et tout revient. Et à chaque fois c'est... Quand vous allez rentrer chez vous? Ça c'est autre chose. Oui. Il y aura qui autour de vous? Pas grand monde. Oui. Il y aura j'aurai ma petite voisine. Oui. Voilà. C'est la première fois que je viens à moi, mais je sais que pour moi, je sais que c'est pas suffisant. Je vois le bout du tunnel, enfin. Je sors bientôt. J'ai hâte de redevenir un vrai flic, de bosser, retrouver ma vie, mes collègues que j'ai laissés, leur montrer que tous les efforts ici n'ont pas été inutiles. Ma vie, c'est la police. Et même si, comme le dit la Mola, c'est un sale boulot, qui vous bouffe, vous grignote à petit feu, je l'aime ce boulot. Pourvu que la sanction ne soit pas trop dure, qu'on me redonne mon arme, que je redevienne un vrai flic. Qu'est-ce que t'as dans la tête, là, en ce moment, à 1 semaine de ta sortie? Un peu la boule au ventre, parce qu'on est quand même dans un cocon ici. Hein. On a pris le temps de se poser, de se reconstruire, de redécouvrir son corps. De toute façon, comme je dis, la méthode, elle est simple. Ici, on nous apprend à positiver, à relativiser. Repartir dans entre guillemets, la vraie vie, ça fait un petit peu peur au départ. Moi, je sais que j'ai la boule au ventre parce que c'est vrai, je me sens bien ici. Même très bien. Et que je sais pas ce qui va se passer, quoi, en fait. Peut-on redevenir un vrai flic aux yeux de la police quand on a mis un genou à terre? Dans le cadre du retour en service, il y a 2 choses qui sont particulièrement difficiles. La première, c'est le regard des autres, qu'il s'agisse du regard de la hiérarchie ou des collègues, c'est-à-dire une stigmatisation par rapport à la maladie ou à l'état de mal-être du policier. La deuxième chose, c'est le fait qu'on ne leur rend pas tout de suite l'arme qui, pour les policiers, est un outil de travail. Ils perdent une partie de nouveau de leur identité. Ils considèrent que c'est une double peine, à juste titre. Le Courbat est le théâtre d'un drame qui le dépasse. À leur sortie, les policiers vont retourner au feu, mais rien n'aura changé. Pour le président de l'association qui gère ce centre de soins, qui ne désemplit pas, si la police ne se réforme pas, l'hécatombe va continuer. Il y a une 40aine de suicides par an. C'est énorme. J'ai vu dans d'autres administrations, dès l'instant où on avait 10 ou 15 suicides, tout le monde s'affolait. Et moi, j'ai horreur qu'on me dise à chaque fois qu'il y a un suicide, c'est parce qu'il y a un problème personnel. Non, non, non. Il peut y avoir un problème personnel, mais il peut y avoir aussi beaucoup de problèmes liés au service. Et je crois qu'à un moment donné, il faut essayer de manager la police nationale autrement qu'on le fait aujourd'hui. Et je trouve déplorable qu'on me dise à chaque fois qu'il y a un suicide, que c'est un problème familial. Non, il y a le problème lié au métier de policier, qui n'est pas un métier comme les autres. Pour que ça change, c'est simplement de remettre, déjà dans la police nationale, de mettre un plan santé en place, ce qui n'existe pas dans la police nationale. Il faut mettre un plan santé comme dans les autres entreprises, qui a un plan santé pour la police nationale. Aujourd'hui, Marie-Thérèse quitte le Courbat et la devise de la maison, solidarité, fraternité. Lève un peu le... Voilà. Très bien. Je vais me casser la goutte, je suis en train de m'enfoncer. Mais non, vu le personnage qui est Marie-Thérèse, j'ai surnommé Miss Courbat, quoi. Et c'est la première fois qu'ils élèvent une Miss Courbat. Pour ceux qui sortent, les sortants.
Moi, je suis là pour suite à dépression. Il n'y a pas assez de mots pour dire ce que représente le Courbat à mes yeux. La joie qu'on peut retrouver ici et même, voilà, c'est vraiment un sentiment fort. Fort. Et je souhaite bon courage à tous ceux qui sont encore là, qui baissent pas les bras, qui soient battants, voilà, qui repartent droit et fiers et ouais. Et je vous embrasse tous et je vous aime tous. Les places. Allez faire les billes. Oui. Il y a que les montagnes. Dans quelques jours, Christelle s'en ira à son tour. Pour l'aider à affronter cette épreuve, les policiers médico-sociaux ont mis en place une ultime étape. Recevoir les proches des patients pour les conseiller et passer le relais. Pour l'occasion, Sandrine, la compagne de Christelle, va passer tout le week-end au Courbat. Salut. Salut. Ça va? Je dois aller voir... Ouais, t'as un entretien avec Christophe, là, Ouais. PAMS, hein, pour un petit peu ma fin de séjour et tout. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je vais finir 2-3 trucs, là, à la salle, là, tu... Ok. Ils m'attendent? Oui, il t'attend. Bon, bah, ok. Bah, à tout de suite. Ouais. Christelle vient d'apprendre que les chefs de sa brigade vont lui donner une seconde chance. De retour à son poste, elle devrait récupérer son arme. On a vu avec tous les partenaires syndicaux et autres, et nos démarches qu'on a pu entamer avec Estelle, donc elle conservera sa place au sein de sa brigade. Et ça, c'était hyper important pour elle, hein. C'est clair. Voilà. Enfin, même moi, Je sais, après renseignement, qu'elle est très appréciée des oui. effectifs. En plus, elle est gradée, donc elle a des effectifs sous ses ordres. Et je sais, après avoir pris contact, qu'ils l'estiment tous beaucoup et qu'ils ils ont grand hâte de la revoir. Donc, il était nécessaire qu'elle conserve sa place. L'important, c'est qu'elle ne change pas de brigade. Parce que là, elle est dans une brigade où déjà, ils s'entendent bien. Oui, elle est appréciée. Après, ils sont conscients, ils étaient conscients du truc, donc déjà, ça aide aussi dans la démarche. Tout à fait, oui. Et puis dans son travail, ils n'ont rien à lui reprocher, quoi. Ah oui, elle est irréprochable. Ah bah oui, dans son boulot, elle est... On va faire aussi le bilan de sa cure. Elle a fait une très très belle cure. Franchement... Non, mais parce que je pense que dans sa tête, il y a eu un déclic aussi. Mais je pense, enfin même je me dis, si ça se trouve, elle l'aurait fait plus tôt que, voilà, ça serait pas... Mais c'est compliqué. En plus, dans son métier, c'est encore plus compliqué. Parce que ce métier de policier, où l'image est du fonctionnaire qui doit être droit, sûr de lui, costaud, homme ou femme confondu, hein, bien entendu. L'administration n'en demande pas moins. Elle veut qu'on soit des bons flics qui travaillent, qui verbalisent, qui n'ont pas d'état d'âme et qui ne sont jamais malades et qui ont toujours la forme. Ben non, ça n'existe pas. Donc je trouve que dans la police, ça manque... J'allais presque dire, ça manque de cellules soutien psy. Hein. Ah ben là, ils ont l'impression que c'est des cow-boys, les gars. On est entièrement d'accord. Ils vont tout supporter et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Enfin, des psychologues dans la police, il y en a 2 pour des régions complètes, donc 2, 3, donc c'est pas assez. Hein. Si on faisait un ratio fonctionnaire-psy, c'est énorme. Hein. C'est un psy pour des centaines de fonctionnaires. Donc ça peut pas fonctionner. Bon, bah Sandrine, comme convenu, je te remets la lettre à la famille. Merci. Tu l'as déjà lu, mais je t'en laisse un exemplaire. Ouais, parce que et à l'occasion, si tu as des doutes sur le comportement adapté, relis la lettre et tout est expliqué. D'accord, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jean-Philippe se prépare lui aussi à partir. En 5 ans, c'est la 3e fois qu'il revient au Courbat. Mais il n'a pas encore chassé tous ses démons. L'alcool zéro, j'aimerais bien. Est-ce que j'y arriverai? J'en fais pas une fixation non plus. Il faut pas que ça soit une fixation. Parce que sans être vraiment alcoolique, en ayant un petit penchant pour l'alcool, donc il suffit de fêtes de fin... D'ailleurs, là, il va y avoir les fêtes de fin d'année. Donc comment? On va boire du Vichy Saint-Thior ou de l'eau avec du foie gras. Je sais pas quoi, ça va pas être facile.
Boire à l'occasion, de temps en temps, boire un verre de vin rouge avec du fromage, je sais pas, il n'y a rien de méchant. Maintenant, j'aimerais bien qu'on nous donne aussi le taux de réussite des cures. Ce serait pas mal de le savoir. Parce que moi, je sais que, par expérience, il y en a pas mal qui ont rechuté. Hein. J'en connais pas beaucoup qui rechutent pas. Hein. Dimanche matin à 11h, c'est l'heure de l'apéro. Salut la compagnie. Au moindre coup dur, à la moindre anicroche, les risques de rechute sont réels pour les anciens pensionnaires du Courbat. Madame Simone, vous me mettrez une menthe à l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade? Non, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Avant de quitter leur cure, l'équipe médicale leur adresse une dernière mise en garde. Madame Simone, vous mettrez ma tournée pour ces messieurs. Oui, bien sûr, monsieur Paul. Ne vous sentez pas coupable de ne pas boire, c'est votre droit le plus absolu. Donc, est-ce que ce petit film que vous avez vu a pu vous apporter, vous, quelque chose? On nous met une étiquette. Donc, en fait, les collègues proches, on arrive à discuter quand on travaille tout le temps ensemble. Mais les autres, c'est une étiquette et on a beau faire, on garde cette étiquette et ça fait mal. Mais ça, de toute manière, tu la garderas longtemps, cette étiquette. Ouais, Moi, ouais. je peux t'en parler parce que je l'ai vécu aussi. Hein. Et tu verras, il n'y a qu'un seul remède, hein, c'est le temps et le travail. Vous y arriverez. Tout le monde y arrive. Simplement, il faut donner le temps au temps et pas brusquer les choses. On a tous sa place. Voilà. Il faut la retrouver. Est-ce que tu te vois, toi, reprendre du service comme les autres? Ah oui, moi aujourd'hui, oui. Moi, je suis pas venu ici pour poser la tenue et entre parenthèses, ne plus affronter la réalité du métier de policier. Moi, si demain il faut mis fin à mon détachement, je retournerai volontiers en commissariat parce que j'aime la police, j'aime porter l'uniforme et ça ne me viendra pas de retourner sur la voie publique, bien au contraire. Mais je défendrai toujours les valeurs d'aider mes collègues et même si cela m'a valu par le passé et me vaudra peut-être à l'avenir quelques désagréments avec ma hiérarchie. Mais pas de problème, quand on a des convictions, il faut aller au bout de ses convictions. Ce soir, Christelle se prépare à quitter son refuge. Les bouboules. Les bouboules. Les bouboules. T'as vraiment les boules? Ouais, quand même un peu, ouais. Ouais, il y a une petite boule au ventre quand même, hein. Mais ça, c'est normal, ça le fait à tout le monde. Même si la première bouffée d'oxygène, elle va être un peu dure. Ma tenue pour demain. J'aurais dû sortir le 18 novembre, comme le Beaujolais. Beaujolais nouveau. La Christelle nouvelle arrive. Jean-René. Présent. Johan. Présent. Patrick. Présent. Fin novembre 2012, Christelle a répondu à son dernier appel au Courbat. Jocelyn. Présent. Rudy. Présent. Jean-Marie. Bah voilà quoi. Les 2 mois sont finis. Que des bonnes choses. Merci à tout le monde. Je reviendrai mais en vacances. C'est dur de partir. J'ai fait des belles rencontres. Et voilà. Je peux pas en dire plus, merci. Oh ma chérie. Financière. Ce téléphone. Oui. Trois semaines plus tard, Christelle a retrouvé son arme, la pression du résultat et sa boutique des horreurs. Pendant sa cure, entre octobre et novembre 2012, 3 policiers de plus se sont donné la mort.
Aujourd'hui, Christelle a réintégré son poste et attend de passer en conseil de discipline. Jean-Philippe et Nicolas ont repris du service et tout va plutôt bien. Mais tous n'ont pas cette chance et rechutent. Pourquoi alors la police française a-t-elle autant le blues? Comment y remédier? On en parle avec nos deux invités. Je vous les présente. Joachim Mazaner, on vous a vu dans le documentaire. Brièvement, c'est pour ça qu'on va aller plus au fond des choses avec vous ce soir sur le plateau. Vous êtes un ancien CRS, aujourd'hui président de l'Association nationale d'action sociale des personnels de la police. C'est l'association dont dépend le centre qu'on a vu dans le documentaire. Pascal Garibian, bonsoir. Vous êtes commandant de police, porte-parole de la Direction générale de la police nationale. Je sais que vous êtes forcément alerté de ce malaise de certains policiers. Quand vous entendez tous ces témoignages, vous aviez conscience que c'était une telle souffrance ? Alors, ce sont des témoignages poignants, qui rappellent encore, une fois de plus, que le métier de policier est un métier difficile, et même de plus en plus difficile. Les policiers sont confrontés à de plus en plus de violence. Il y a eu près de 5600 policiers blessés en 2012 en opération de police. Des policiers confrontés à de la violence lorsqu'ils interviennent, à une société qui de plus en plus refuse l'autorité. Effectivement, ça rappelle à quel point le métier de policier est difficile. Avec un taux de suicide supérieur à la moyenne des autres métiers, comment vous l'expliquez? Parce qu'ils ont une arme sur eux? Alors, effectivement, l'étude INSERM qui a été effectuée en 2009 a établi que les policiers sont confrontés au risque du suicide 36% supérieur au reste de la population. Pour diverses raisons, effectivement, le métier est difficile, le port de l'arme, lorsque un policier est au paroxysme du malaise suicidaire, il a effectivement l'arme à portée de main. Alors le centre qu'on a vu dans le documentaire, il existe, alors j'ai appris ça depuis 1952, donc on va dire le malaise n'est pas récent. Aujourd'hui, est-ce qu'il a tendance pour vous à s'amplifier? Est-ce que vous avez de plus en plus de policiers au bord de la dépression ou en dépression qui viennent vous voir? Non, on a des policiers qui sont au bord de la dépression, bien sûr. On a des policiers qui ont aussi des problèmes d'addiction. À l'alcool, à la drogue. Et c'est quoi? C'est plutôt au bout de 15 ans de carrière où finalement on a vu beaucoup de choses et puis là on a une forme d'épuisement, ou déjà les jeunes? Non, les jeunes, on a vu, il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans le reportage parce qu'ils n'ont pas voulu parler, mais ça touche tous les âges. C'est-à-dire là, on a des gens qui ont 26 ans, 25 ans, comme on a qui ont 40, 45 ans, 50 ans. Mais ça touche tous les âges. Donc, c'est aussi que le métier de policier, c'est pas un métier comme les autres. Vous me dites qu'il y a des jeunes. Est-ce que ça veut dire que dans le recrutement, on n'a pas forcément trouvé les bons profils, pas toujours bien? Écoutez, justement, la police nationale, l'institution, pour la première fois, en 1986, a mis en place des psychologues dès le recrutement dans les jurys. Non seulement la prévention et les risques psychosociaux sont pris dès le recrutement, mais en 1996, le SSPO, le service de soutien psychologique opérationnel, a été mis en place. Aujourd'hui, le SSPO, c'est 60 psychologues cliniciens qui assurent le suivi, le traitement, non seulement des policiers, mais aussi de leurs familles, qui assurent une permanence téléphonique dédiée aux policiers, aux familles, à la hiérarchie aussi. Ça vous semble suffisant? Parce qu'en même temps, dans le documentaire, on disait « Oh là, mais les psychologues, on les voit jamais dans notre quotidien. » Il n'y a pas que la mise en place des psychologues, il y a aussi les problèmes relationnels entre la hiérarchie et ceux qui sont sur le terrain, les femmes et les hommes qui composent la police nationale. Ce sont des êtres humains. Et de temps en temps, un petit bonjour, un petit bonsoir, est-ce que ça va ou ça va pas? Vous voulez dire que la hiérarchie n'a pas suffisamment de considération pour ces policiers de terrain? J'essaie de comprendre. Oui, mais absolument. Je pense qu'il y a des endroits où il n'y a pas de ces relations qu'il y a entre la hiérarchie et les gradés et gardiens, ou entre les gradés et gardiens et les gardiens de la paix. Donc je pense qu'à un moment donné, je crois qu'il faut revoir un peu le management des personnels, des femmes et des hommes qui composent la police nationale. Et je pense aussi que aujourd'hui, le métier de policier, il est un peu plus difficile quand même que les dernières années. Puis, comme on a oublié de dire, on a quand même perdu 12 000 fonctionnaires en 10 ans. C'est aussi l'image du policier au sein de la population qui a changé. Ça durcit, ça rend plus difficile. Non, mais ça a été, vous savez, dès l'instant où on a commencé à abandonner la fameuse police de proximité, on essaie de mettre le policier du bleu marine sur le terrain pour rapprocher la police de la population. Ça a été abandonné les 10 dernières années. Pour reconquérir la population, il faut revenir au point de départ. Bon, on ne va pas y arriver du jour au lendemain. La situation, elle est comme celle-ci. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que les collègues veulent aussi, il le disait bien le commandant,
la formation l'a repris, c'est ce management. C'est considérer les femmes et les hommes qui sont sous vos ordres. Je ne dis pas que tout le monde ne le fait pas. Il y en a certains qui ne marchent qu'à la bâtonnite, c'est-à-dire à la culture du chiffre. Et dans le reportage, on l'a entendu 2 ou 3 fois. Plusieurs fois, c'était un des gros soucis, la culture du chiffre. En fait, on ne me récompense, on ne me regarde que si j'ai fait mon quota. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez que la culture du chiffre peut pervertir la relation entre la hiérarchie et le subalterne? Aujourd'hui, ce qu'attend la population, c'est la sécurité publique, la tranquillité publique. Les policiers, notamment les zones de sécurité prioritaires, ont été créées pour, justement, à l'échelle d'un territoire particulièrement identifié, associer l'ensemble des forces de sécurité, qu'ils établissent un plan, je vais presque dire un plan de guerre par rapport à certaines délinquances spécifiques qui ne sont pas les mêmes selon les territoires. Parce que là, il faut donner du temps aux policiers pour justement juguler telle ou telle délinquance. Donc il faut faire du chiffre, vous l'interprétez comment? Non, moi, le chiffre, si j'ai bien compris, depuis que le ministre de l'Intérieur, il y a un changement de gouvernement, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur qui est M. Manuel Valls. Au changement entre M. Guéant et M. Valls, j'ai bien entendu un message qui est dit qu'il n'y aura plus la culture du chiffre. Est-ce qu'elle existe encore ou est-ce qu'elle est en train de disparaître? Mais absolument, elle disparaît dans certains endroits. Il y en a encore des irréductibles qui continuent la bâtonnite. Mais c'est plus, on va dire, la trajectoire donnée par le ministère. C'est plus la trajectoire du ministère, c'est de faire assurer la sécurité de tous nos concitoyens, faire la chasse aux délinquants, à la drogue, aux armes, à tout ce qui se passe dans nos quartiers, dans les cités, dans les centres-villes. On a vu des reportages, même dans le centre-ville, dans le 16e ou ailleurs. Il faut assurer la sécurité de nos concitoyens au quotidien. Au quotidien et en permanence. C'est ça, le résultat qu'il faut avoir, c'est la baisse de la délinquance. Il y a le syndicat Alliance qui a fait aussi une étude avec un chercheur et qui propose notamment de remettre, on va dire, sur les bancs de l'école dès le début de la formation, à la fois la hiérarchie et, on va dire, le policier de terrain. Est-ce que ça serait intéressant qu'on les mette ensemble sur le même banc, à apprendre les mêmes choses et à apprendre à se connaître? De toute façon, le travail de policier est un travail d'équipe. On évoquait tout à l'heure un cas particulier d'un policier qui a été confronté à une violence extrême de scène de crime. À l'échelle de l'institution, c'est du quotidien. Il faut absolument, quand des policiers sont confrontés à des scènes de violence, en parler, débriefer en équipe. S'il faut, moi je l'ai connu dans les services que j'occupais, dans le service notamment la brigade de protection des mineurs de Paris, où on était confronté quelquefois à des scènes de crimes très difficiles, à des dossiers difficiles. Eh bien, nous travaillons en groupe pour en parler, parce que tout le monde, encore une fois déjà, très important, dès le recrutement, tout le monde ne peut pas être policier. Alors, juste pour conclure, est-ce que vous avez l'impression que ce malaise, vous l'avez pris en considération, vous le traitez, qu'il est en train de diminuer? Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Le reportage, encore une fois, est poignant. Est-ce qu'il faut pour autant en conclure qu'il y a un malaise général dans l'ensemble de la police nationale, les 145 000 personnels de la police nationale? Mais quand il y a 43 suicides l'année passée, vous savez, quand la Poste, quand IBM, quand France Télécom, voilà, un suicide, c'est un suicide de trop. Encore une fois, ça rappelle à quel point le métier est difficile. L'institution a pris en compte les risques psychosociaux depuis de nombreuses années. Elle évolue encore, je vous dis, en rappelant cette mise en place par le DGPN, Claude Balland, des pôles vigilance suicide. Il y a encore d'autres expériences, notamment... Je voudrais juste qu'on conclue maintenant. Attends, mais juste déjà, depuis le début de l'année, on en a 7 suicides quand même, et 15 tentatives. Donc pour moi, c'est énorme. C'est quand même qu'on n'a pas... 3 suicides. 7 depuis le 1er janvier, c'est 7, c'est sûr et certain. Et 15 tentatives de suicide. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. Je pense que, il l'a dit au début du reportage, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le management, c'est gérer l'humain, les femmes et les hommes. Et partant de là, si on arrive à gérer ce problème, avec les psychologues, avec tous les acteurs sociaux, la police ira beaucoup mieux. Voilà, mieux vivre ensemble finalement au sein de la police nationale. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons maintenant parler d'une guerre secrète, celle de l'intelligence économique. Au départ, il s'agit bien sûr de collecter des informations indispensables aux entreprises pour faire face à la concurrence. Mais avec la mondialisation, tous les coups sont permis et l'espionnage industriel est devenu une pratique courante. Tout de suite, intelligence économique plongée en eau trouble. C'est un film de François Rabaté et je vous retrouve juste après avec notre invité.